Il y a 13 ans, le monde a été menacé de domination lorsqu'une forteresse flottante est descendue du ciel. Cependant, alors que tout espoir semblait perdu, le monde a été sauvé des envahisseurs par les héros de la justice connus sous le nom de gardiens du dragon. Avec la sécurité du monde désormais assurée, les gardiens du dragon ont décidé de passer à l'étape suivante de leur carrière et ont pris la décision commerciale la plus intelligente que j'ai vue à ce jour. Ils ont monétisé la violence. Maintenant, chaque dimanche, ils organisent un affrontement contre les envahisseurs qui attire une immense foule à travers tout le pays. C'est tellement important qu'il y a même des théoriciens qui travaillent sans relâche pour prédire ce que les envahisseurs tenteront la prochaine fois. En entrant dans le stade, nous rencontrons ce type qui a croisé quelques stagiaires des Rangers avant de pouvoir atteindre les gradins. Ils lui disent de regarder à ses propres risques puisqu'ils ne seront pas tenus responsables s'il est pris dans la bataille. Mais ce n'est qu'une formalité technique, car il n'y a eu aucune véritable victime humaine depuis la première bataille il y a 13 ans. Ils essaient de convaincre le type de tenter sa chance au programme de recrutement des Rangers, car ce n'est pas aussi difficile que la plupart des gens le pensent de devenir un Ranger. Mais cela ne signifie pas qu'il sera aussi fort que les gardiens du dragon, donc le gars n'est pas vraiment enthousiaste. Ensuite, ils le conduisent au gradin et, après un moment, l'événement commence lorsque les Dusters émergent de leur forteresse et atterrissent en plein milieu du stade, prêts à combattre avec leurs armes secrètes. Les spectateurs dans les gradins sont excités d'obtenir leur dose hebdomadaire de violence intense, et ils n'ont pas à attendre longtemps pour cela, car les Rangers arrivent peu de temps après. Le monstre tigre que les Dusters ont amené comme arme secrète est censé être un monstre constitué des rancunes collectives de tous les tigres sur Terre. Donc il va donner des rayures de tigre à tous les animaux sur Terre et créer le chaos. Cela peut sembler stupide, et ça l'est définitivement. Mais Tiger reste un monstre dangereux, donc une fois qu'il est offensé par la façon dont la foule le regarde, il envoie des Dusters les cibler sans aucune raison. Cependant, pour éviter d'éventuels procès, les 2 stagiaires ont été chargés de protéger tous les spectateurs. Suzukuri se lève pour retenir les Dusters, tandis que Sakurama est responsable de mettre les gens en sécurité, chacun s'occupant de sa tâche. Pendant que ces deux-là s'occupent de limiter les dégâts, les gardiens du dragon affrontent le tigre qui lance une attaque explosive qui les fait tous voler. Ils disent que la puissance du tigre est supérieure à tout ce qu'ils ont pu affronter auparavant. Mais le gardien vert a une solution universelle pour y faire face. Il suffit de lui lancer un gros rocher. 6 attaques semblent avoir bien fonctionné pendant un moment, car le tigre est complètement écrasé. Mais après un moment, le tigre se relève et déclare qu'il lui faudra plus que cela. Il prend alors la forme d'un des êtres les plus puissants connus de l'anime, Truck-kun, pour le tuer parce qu'il est immortel. Les Rangers forment une chaîne humaine pour tenter d'arrêter la charge de Tiger Truck, mais ils finissent par se faire écraser tous en même temps. Tiger Truck se met en route et charge vers les Rangers. Tiger reprend sa forme normale et les spectateurs commencent à s'inquiéter car les gardiens du dragon ont l'air de perdre. Cependant, les dragonniers se relèvent quelques instants plus tard et déclarent que tant qu'il y aura des personnes vivantes à protéger, ils jureront de ne jamais cesser de se battre pour leur sécurité. D'un autre côté, nous voyons comment les Dusters gèrent la situation et il semble que tout cela ait été planifié depuis le début. Ils s'attendent à ce que les gardiens tirent sur eux avec leur canon spécial et ont même préparé tout un discours en CS de défaite. Mais ils se rendent compte que l'un d'entre eux, Fighter D, est là alors qu'il n'était pas censé être de garde aujourd'hui. Alors que les gardiens tirent avec leur canon, Fighter D rompt la formation et court vers le souffle de l'explosion. Après le tir, nous avons un flashback sur ce que les Dusters étaient en train de faire 1 heure avant le début de l'affrontement. Ils étaient dans une forteresse flottante, paniquant parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de bonnes idées pour l'affrontement de cette semaine avec les Rangers. C'est difficile parce qu'ils sont obligés de trouver de nouvelles idées chaque semaine et qu'ils font cela depuis 13 ans maintenant, alors ils vont tout simplement être à court d'idées à un moment ou à un autre. Mais si vous vous demandez pourquoi les Dusters se sont retrouvés coincés avec la description du poste de producteur de télévision,
Tout a commencé lorsque les gardiens du dragon se sont battus contre l'invasion. Ils avaient tué tous les chefs de la forteresse, mais ils avaient laissé les Dusters en vie, car ils étaient pratiquement inoffensifs. Maintenant, les Dusters passent leur journée à se précipiter pour trouver de bonnes idées de monstres afin de combattre les Keepers. Fighter G décide alors de prendre l'initiative et élabore un plan pour créer un monstre musclé géant. Tout le monde aime l'idée, mais Fighter A la rejette, car ils ne peuvent pas se contenter d'un monstre aussi vague. Il doit avoir un thème, sinon il sera rapidement oublié. Comme ils ont besoin d'une astuce, Fighter L propose un monstre Kukat, mais cela est également rejeté, car ils ont besoin que les monstres soient suffisamment effrayants pour terrifier les enfants. Les Dusters se sentent épuisés, car ils n'arrivent à rien. Mais Fighter D, dans un coin, suggère alors de créer un monstre tigre. Il est convaincu qu'ils n'ont jamais eu de monstre tigre auparavant et qu'il est suffisamment féroce pour être considéré comme un adversaire puissant. Donc, c'est l'idée parfaite. Bien qu'il soit toujours sûr qu'il va perdre de toute façon, Fighter D n'aime pas le fait que ses camarades aient abandonné toute tentative de victoire. Alors il essaie de les encourager à garder espoir qu'ils puissent un jour triompher des Dragon Keepers. Mais les autres Dusters semblent peu concernés par ces paroles. À ce rythme, Dee s'inquiète qu'ils ne parviennent jamais à accomplir leur mission. Mais cela fait tellement longtemps que les autres ne se souviennent même plus de leur mission initiale. Leur mission était de dominer entièrement le monde. Alors même si leurs patrons sont morts, il veut encore la réaliser. Son ambition ne lui vaut que des moqueries de la part de ses camarades, car ils ont tous accepté leur vie médiocre. Mais Fighter D ne peut s'y résoudre. Alors il s'en prend à eux tous. Plus tard, alors que Dee est allongé au sol après leur altercation, il est approché par F, qui lui dit qu'il devrait essayer de rester plus calme, car cela ne sert à rien de se battre entre eux. Au cours des 13 dernières années, ils ont affronté les Dragon Keepers 1000 fois, mais ils n'ont remporté aucune bataille, car le jour de leur défaite, ils avaient convenu de continuer à envahir la Terre une fois par semaine, chaque dimanche, dans le cadre d'une trêve avec les Dragon Keepers, mais ils ne peuvent pas laisser les gens découvrir que tout cela n'est qu'une mascarade. Les Keepers ne les considèrent probablement même plus comme une menace, alors ils devraient juste accepter qu'il n'y a aucune chance de les battre. Fighter A intervient et demande si tout le monde est d'accord pour essayer un monstre tigre cette fois-ci, et si c'est le CS, quelqu'un devrait se proposer pour imiter le tigre pendant qu'il consulte l'encyclopédie pour comprendre ce qu'est un tigreur. Le combattant Z prend la parole et dit qu'il fera de son mieux. Il jette un coup d'œil à l'encyclopédie et, en se basant sur la description, il se désintègre et forme le meilleur monstre tigré auquel il puisse penser. De retour au présent, après le coup de canon, les Dusters devaient tous se reconstruire dans leur forteresse pour achever leur défaite. Mais Dee est resté sur place et a commencé à se régénérer dans l'arène pour pouvoir enfin remporter une victoire contre eux. Les Rangers se rendent compte qu'il ne reste plus qu'un seul chasseur et que l'image du canon dragon va souffrir si les gens pensent qu'il ne peut pas tirer sur les chasseurs. Alors Pink conseille vivement à Dee de retourner à la forteresse avant que la poussière ne retombe pour que la foule ne le voie pas. Cependant, il en a fini avec tous ces jeux truqués et veut donner aux Rangers un vrai combat pour une fois, mais il est encore assez faible et je ne suis pas sûre que cela fasse une différence pour eux. Comme la foule a vu Dee, Red est obligé de gérer la situation. Il se précipite devant Dee et lui dit qu'il a joué son rôle, mais qu'il ne doit pas se faire d'illusions et penser qu'il peut vraiment gagner. Il est le méchant de l'histoire. Il doit donc savoir où est sa place. Red le coupe alors en deux et les autres Rangers tirent un coup de canon sur son corps tranché. De retour à la forteresse, le combattant F se demande pourquoi Dee n'est jamais revenu avec eux. Mais il répond que ce n'est pas surprenant, car il y a un tas de gens comme lui qui se sont enfuis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la façon dont les choses sont. Mais en l'état actuel des choses, faire ce que les Rangers leur disent de faire est leur seul moyen de survivre. Plus tard, Dee se reconstruit à l'extérieur de l'arène et une chose lui est apparue clairement après ce qu'il vient de vivre. Il n'est pas fait pour être un méchant, vu son état de faiblesse.
Mais si les choses continuent ainsi, il sera toujours l'esclave des Rangers, quoi qu'il fasse. Alors qu'il dit cela, il se transforme en humain, le même que celui que nous avons vu entrer dans le stade. Et juste au moment où il finit de se transformer, Suzukiri apparaît sur le toit et le reconnaît. Elle lui demande ce qu'il fait ici, et il invente une excuse. Il veut avoir une meilleure vue du champ de bataille depuis le toit. Mais elle change de sujet et lui demande ce qu'il pense de l'affrontement d'aujourd'hui. Suzukiri lui demande alors s'il est prêt à passer l'examen de recrutement et à devenir garde forestier, lui aussi. Il pense que ce serait un bon moyen pour lui de devenir plus fort et de vaincre ses ennemis. Plus tard, Dee se rend au quartier général des gardiens de dragons pour s'inscrire au cours de formation. Pendant qu'il y est, il demande à la réceptionniste si les gardiens de dragons sont dans le bâtiment en ce moment, mais on lui répond qu'ils n'y sont pas, même s'il s'agit de leur quartier général. Quelques instants plus tard, il est abordé par Sakurama qui est ravi de voir qu'il a choisi de venir passer l'examen de recrutement. Dee ne le reconnaît pas au début, mais au bout d'un moment, il se souvient qu'il a rencontré Sakurama en même temps que Suzukiri. D'ailleurs, Suzukiri arrive juste après lui et s'excuse auprès de Dee pour le comportement trop amical de Sakurama. Il s'est juste excité après qu'elle lui ait dit que Dee se présenterait à l'examen de recrutement, mais qu'il n'y avait aucune garantie qu'il le réussisse pour commencer. Sakurama pense qu'il est impoli de dire cela en face de Dee, alors il essaie de le réconforter en lui disant qu'il croit qu'il peut réussir l'examen s'il le veut suffisamment. L'encouragement est agréable, mais Sakurama commence à se rapprocher un peu trop de Dee, ce qu'il n'aime pas parce qu'il est socialement maladroit, mais aussi parce que les combattants ont des os naturellement fragiles, alors toutes ces étreintes sont en train de briser son squelette. Alors que Dee panique encore, il remarque que Suzukiri le regarde droit dans les yeux, et c'est l'expression caractéristique de la suspicion. Dee craint donc qu'elle ait compris qu'il est en fait l'un des dépoussiéreurs. Mais elle change presque immédiatement d'attitude et demande à Dee s'il aimerait se joindre à eux pour le repas de midi. Comme elle ne semble montrer aucun signe de suspicion à part le fait qu'elle l'a regardé droit dans les yeux tout à l'heure, Dee se dit que les humains doivent être vraiment stupides pour permettre à un monstre comme lui de s'infiltrer si facilement dans leur quartier général. Pendant ce temps, sur la forteresse flottante, les Dusters passent le temps en jouant au morpion et le combattant A est en train de détruire la compétition quand tout à coup, il reçoit la mauvaise nouvelle que les gardiens du dragon sont sur le pas de leur porte et que ce n'est pas pour une simple discussion amicale. Red et Blue entrent dans la forteresse et Fighter A sort pour les saluer obligatoirement, mais aussi pour connaître la raison de cette visite surprise. Red lui dit de ne pas se braquer puisqu'il s'agit d'une extruse et qu'il n'y a donc aucune raison qu'il soit hostile à leur égard. Blue, quant à lui, est prêt à se montrer très hostile. Il dit à A que l'un de CS dépoussiéreurs est sorti du rang lors du dernier affrontement et il veut savoir si tout le monde ici était dans le coup. A nie avoir quoi que ce soit à voir avec la trahison de Dee, car c'est quelque chose qu'il a décidé de faire malgré les avertissements, alors Blue demande à Dee de se révéler pour qu'il puisse recevoir sa punition. Malheureusement, A doit l'informer que Dee n'est pas revenu à la forteresse depuis la bataille et qu'ils n'ont donc aucune idée de l'endroit où il se trouve. Blue n'aime pas cette réponse et accuse A de mentir pour couvrir Dee, mais A est un mouchard professionnel. Il ne se mettrait donc jamais en danger, ni lui, ni le reste de son peuple, pour quelqu'un qui l'a trahi comme Dee l'a fait. Blue croit qu'il ne ment pas, mais il ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas puni quelqu'un. A déjà des sueurs froides, mais Red arrête Blue avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, et lui dit qu'il serait injuste de punir A pour quelque chose que Dee a fait, d'autant plus que A également été trahi. Le seul fautif est Dee, qui a quitté le programme, et ils disent donc à A de leur faire un rapport dès qu'il aura retrouvé Dee. Mais pour éviter qu'une telle chose ne se reproduise, ils vont prendre des mesures de sécurité et ont fait venir 2 de leurs hommes pour agir en tant que superviseurs et surveiller ce que font les éboueurs dans la forteresse. L'un des éboueurs est très opposé à cette idée et commence à s'emporter parce qu'il ne veut pas perdre toute sa vie privée. Les autres tentent de l'arrêter, mais il estime qu'il a le droit de parler pour lui-même. Cependant,
Blue n'est pas du même avis et lui retire sa liberté d'expression. Il menace de tuer tous les plumeaux ici présents s'il continuait à être aussi ennuyeux. Alors A le supplie d'arrêter et dit qu'ils feront ce qu'on leur dit. Red aime cette idée, car c'est ainsi qu'il pense que les choses devraient être. Les faibles doivent écouter les forts et ne pas se défendre, et les forts ne doivent pas s'inquiéter que les faibles désobéissent aux ordres. Ainsi, quiconque est surpris en train de s'opposer à nouveau à lui sera puni avec la même intensité. Tous les traîtres seront tués sans pitié, et Red brise un pilier pour que le message soit bien clair. Sous le regard du plumeau, Aurore F se dit qu'il ne peut pas se permettre de faire quelque chose de stupide comme ce qu'a fait Dee. Mais en même temps, est-ce vraiment ce qu'il veut que sa vie soit? Un cycle sans fin de servitude envers les gardiens du dragon. Pendant que les éboueurs sont menacés de soumission, Dee déjeune d'un steak et montre en même temps qu'il ne sait pas se tenir à table. S'éloignant de son comportement étrange, Suzokiri soulève la question qu'il a posée plus tôt sur le fait que les Rangers ne sont pas à leur quartier général. Et, en fait, ils ne sont presque jamais dans le bâtiment car vous avez beaucoup plus de chances de les trouver dans leurs garnisons respectives. Sakurama ajoute à la conversation que le devoir des Rangers ne se limite pas à l'extermination des monstres. Ils aident également la communauté et assistent parfois la police dans le règlement des conflits, mais en fin de compte, rien de tout cela ne serait possible sans le soutien du public. Après avoir entendu Sakurama parler de l'importance de l'opinion publique pour les Rangers, Dee évoque distraitement le fait qu'il détesterait probablement que les gens découvrent que les épreuves de force sont des mises en scène. Au moment où ces mots sortent de sa bouche, il se rend compte qu'il s'est trompé, mais Suzokiri lui donne un moyen de se reprendre en lui demandant s'il fait référence à une vidéo conspirationniste qui prétend que les batailles entre les Rangers et les Dusters sont toutes fausses. Dee joue le jeu et dit que c'est de cela qu'il parlait. Mais cette interaction lui confirme au moins que les Rangers de bas niveau ne sont pas au courant de la mise en scène des affrontements. Quelques instants plus tard, l'enfant que Sakurama a sauvé lors de la dernière bataille l'appelle pour le remercier d'avoir été sauvé. Il veut prendre une photo avec eux pour commémorer ce moment. Dee regarde les gens se rassembler pour célébrer les Rangers, et il comprend pourquoi ils aiment tant leur vie. Car qui ne l'aimerait pas s'il était couvert d'éloges aussi souvent? Au bout d'un moment, la pause déjeuner des Rangers est terminée, et Suzokiri dit à Sakurama qu'ils doivent retourner au travail. Ils font leurs adieux à Dee, mais alors qu'ils partent, il entend Suzokiri dire qu'elle va se rendre à la garnison rouge et il a une idée. Il appelle le gamin de tout à l'heure et lui demande s'il peut voir la photo qu'il vient de prendre avec Suzokiri et Sakurama. Une fois que le gamin la lui a montrée, il la regarde longuement et attentivement avant d'utiliser l'image comme modèle pour se transformer en Sakurama. Il le fait devant l'enfant, ce qui n'est pas très judicieux puisqu'il prend peur et s'enfuit, mais comme son visage correspond désormais à celui de Sakurama, Dee peut entrer dans la garnison rouge en suivant Suzokiri. Elle devait venir ici pour remettre une lettre au gardien rouge, mais elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Sakurama veuille l'accompagner après tout. Dee s'en moque pour garder son identité cachée jusqu'à ce qu'il puisse mettre son plan à exécution. Il va utiliser un couteau pour frapper le gardien rouge une fois qu'il sera à sa portée, mais il oublie probablement que ce type est un véritable super-héros. Il demande à Suzokiri de le laisser livrer la lettre à la place, et après l'avoir regardée avec sérieux, elle s'exécute et lui remet la lettre. Ils arrivent à la porte d'identification et Suzokiri leur fait ouvrir la porte. Tandis que la porte s'ouvre, Dee reprend son plan pour enlever la tête du gardien rouge dès qu'il trouvera une ouverture pour le faire. Mais il se rend compte qu'il n'a jamais vu le visage du gardien rouge auparavant et qu'il n'a donc aucune idée de ce à quoi il ressemble. Alors qu'ils entrent dans la garnison, ils sont tous deux arrêtés par ce clown de Ranger rouge qui leur demande ce qu'ils viennent faire ici. Dee lui répond qu'il est ici pour donner quelque chose à Red Ranger, mais le gars lance une balle courbe lorsqu'il dit à Dee qu'il est en fait Red Ranger. Dee n'a aucune idée de qui est réellement le Ranger rouge. Il croit donc immédiatement ce que dit ce plaisantin et pense qu'il a vraiment eu de la chance d'être si proche du gardien rouge si tôt. Il fouille dans son sac pour en sortir le couteau afin de pouvoir attaquer.
Mais avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il regrettera, Suzukiri qualifie Takita d'exagéré, disant qu'il est peut-être un ranger senior ici, mais qu'il n'est pas le gardien rouge. Takita dit qu'il pourrait tout aussi bien être appelé gardien rouge, puisqu'il est le prochain en ligne pour le poste. Mais cela mis à part, il ne peut pas ignorer le fait que Sakurama a clairement essayé de faire quelque chose tout à l'heure. Alors il lui attrape le bras et lui demande une explication. Dee se rend compte qu'il est dans le pétrin, car il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais il ne peut pas non plus se défendre, car Takita est bien plus fort que lui. Et pour aggraver les choses, il semble que Takita connaisse Sakurama personnellement, puisqu'il dit qu'il sent que quelque chose ne va pas dans le comportement de Sakurama aujourd'hui. De plus, Dee ne sait rien d'autre sur Takita que son nom de famille, et il est à 2 doigts de se faire démasquer en tant qu'imposteur. Mais, juste avant que les choses ne dégénèrent, Suzukiri intervient et retire la main de Takita à Dee en lui disant que ce n'est pas bien d'intimider les autres. Elle dit aussi à Dee d'arrêter de s'entêter et de donner la lettre à Takita pour qu'il puisse partir. Cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il est le futur gardien rouge, après tout. Takeda est un adepte de la flatterie et il se prend d'affection pour Suzukiri après qu'elle l'ait reconnu comme le futur Red Ranger. Alors qu'ils s'en vont, Dee a un dilemme mental sur le fait qu'il était trop effrayé pour agir là-bas, même s'il sait que Seiga était bien plus fort que lui et qu'attaquer l'aurait simplement tué, mais cela ne rend pas la honte de s'être enfui plus facile à vivre pour lui. Alors qu'il quitte la garnison, Dee remarque un poster accroché au mur, sur lequel apparaît clairement le visage du gardien rouge, qui est la même personne que celle qui monte dans l'ascenseur à ce moment précis. Alors qu'Akaban passe devant lui, Dee se surprend à prononcer les mots « Red Keeper ». Et comme c'est lui, Akaban se retourne pour lui répondre. C'est exactement ce que Dee est venu chercher, mais bien qu'il soit juste devant Red Keeper, il ne peut se résoudre à l'attaquer et reste figé. Suzukiri vient à la rescousse une fois de plus et entraîne Dee avant qu'il ne puisse attirer davantage de soupçons sur lui, si bien que Red Keeper prend cela comme une rencontre avec un fan en mal d'étoiles. Dehors, Suzukiri réprimande Dee pour avoir parlé à Red Keeper tout d'un coup, mais elle lui demande de lui remettre le couteau qu'il cachait. Dee s'exécute immédiatement, mais il commence à se demander comment Suzukiri a pu savoir qu'il avait un couteau sur lui. Dès qu'il le lui donne, elle lui tranche la tête, ce qui signifie qu'elle savait depuis le début qu'il était un plumeau. Après s'être régénérée, Dee lui demande comment elle a découvert sa véritable identité. Mais c'était facile à deviner puisque Dee est bien trop faible pour être un humain. S'il ne fait pas attention, il risque de perdre sa couverture. C'est pourquoi elle l'a couvert de ses œillères toute la journée. Au moins, elle peut dire qu'il a bien fait de rester calme et de ne pas s'emporter, car s'il l'avait fait, le gardien rouge l'aurait tué sur le champ. Comme Suzukiri est une humaine, Dee refuse de l'écouter et l'attaque. Mais il se fait trancher la tête encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par céder et accepte de l'écouter. Elle veut que les deux travaillent ensemble pour leur bénéfice mutuel. Elle lui enseignera un moyen de vaincre les Rangers, et en retour, elle veut qu'il l'aide à détruire complètement la force des Rangers. C'est alors que le vrai Sakurama surgit au coin de la rue, car il a cherché Suzukiri partout. Dee a repris sa forme humaine et Sakurama ne se doute de rien lorsqu'il annonce à Suzukiri qu'un monstre a été repéré en ville. Tous les Rangers doivent donc être en état d'alerte et donner la priorité à la sécurité des civils. Dee trouve étrange qu'un Duster soit dehors alors que ce n'est pas un dimanche. Et comme il pense que quelque chose ne va pas, il part vérifier. Près de la rivière, Dee voit F poursuivi par l'escouade rouge et se fait tirer dessus par Takita, qui lui dit qu'il devrait arrêter de rendre les choses si difficiles et cesser de se régénérer autant. F n'est remonté à la surface que pour chercher Dee, mais comme il ne le trouve nulle part, il décide de retourner à la forteresse. Malheureusement pour lui, le gardien rouge arrive sur les lieux et lui dit qu'il n'ira nulle part cette fois-ci. Il lui donne un avertissement, mais comme F a enfreint les règles, il n'y aura pas de seconde chance pour lui. Le gardien rouge sort un artefact divin et Dee reconnaît qu'il s'agit du même que celui qui a été utilisé lorsque les Rangers ont éliminé leur chef.
Le gardien rouge exécute l'attaque Dragon Rouge sur F, mais cela semble exagéré pour un seul Duster. F voit la mort arriver, mais il s'attendait à ce que les choses se passent ainsi s'il venait ici. Au moins, c'est mieux que de vivre en tant qu'esclave des Rangers, et il décide donc d'attaquer de front. En conséquence, F est tué sans aucune chance de revenir et Dee ne peut rien faire d'autre que d'assister à la scène depuis la ligne de touche. Sakurama arrive 1 minute plus tard et il est confus de ce qui vient de se passer car l'artefact divin que Red Keeper vient d'utiliser est vraiment différent de l'artefact habituel. Dee ne sait que trop bien de quoi cette arme est capable puisqu'il a vu Red Keeper l'utiliser pour tuer les chefs de la forteresse flottante. Après quoi, il a proposé un accord avec les Dusters pour qu'ils puissent coexister pacifiquement. Le choix était de les rejoindre ou de mourir, et Red Keeper ne bluffait certainement pas à l'époque. Mais Dee est toujours en colère lorsqu'il pense à la facilité avec laquelle la vie de son ami lui a été enlevée. Alors que Dee s'en va, Sakurama le poursuit et lui présente ses condoléances pour le Duster qui vient d'être tué. Dee fait comme s'il ne savait pas de quoi Sakurama parle puisqu'il prétend être un humain. Mais Sakurama sait déjà qu'il est un Duster déguisé et il demande à Dee de mettre fin à tous les plans maléfiques qu'il a pu préparer. Sakurama explique alors qu'il a entendu la conversation entre Suzokiri et lui dans la ruelle. Il exhorte une fois de plus Dee à renoncer à tout complot diabolique qu'il prépare, car la justice l'emportera toujours. Cependant, en entendant Sakurama parler de justice, Dee devient très agité parce qu'il a dû vivre comme un esclave pendant les 12 dernières années et qu'il en a marre. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que cette organisation de Rangers en désordre soit détruite avant qu'il n'en ait fini avec elle. En temps normal, on s'attendrait à ce que Sakurama défende l'organisation des Rangers, mais il se contente de sourire et de féliciter Dee pour sa réussite à l'examen des Rangers et l'invite à travailler avec lui pour améliorer l'organisation. Il admet que la façon dont les choses sont faites n'est pas bonne pour l'instant, mais s'ils travaillent ensemble, ils pourront sûrement la réparer de l'intérieur. Sakurama tend la main à Dee, mais celui-ci la repousse et dit qu'il déteste Sakurama de tout son être. Ils sont ennemis et il ne veut plus jamais lui parler. En partant, il dit à Sakurama qu'il n'est pas qualifié pour être garde forestier. Plus tard, Dee rencontre Suzokiri et elle est heureuse qu'il ait choisi de venir lui demander de l'aide. Mais Dee lui fait comprendre qu'il n'est là que pour apprendre comment éliminer les Rangers et qu'une fois qu'il aura cette information, il ne voudra plus rien avoir à faire avec Suzokiri. Après avoir dit cela, Suzokiri commence à lui trancher la tête en plein milieu du restaurant. Personne ne le voit, mais alors qu'il se régénère, il est furieux car sa couverture aurait pu être facilement détruite à l'instant même. Cela peut sembler imprudent, mais Suzokiri voulait simplement faire comprendre qu'elle peut faire sauter la couverture de Dee quand elle le veut, et qu'il a donc tout intérêt à être gentil. Dee s'étant finalement calmée, Suzokiri commence à parler de son plan pour vaincre les Rangers. Elle lui dit que la clé pour les battre réside dans leur artefact divin, et elle explique plus en détail qu'il existe 5 artefacts divins différents. Ce sont des objets transformés que les gardiens de dragons peuvent utiliser pour tuer des monstres immortels, mais qui leur confèrent également des pouvoirs divins. Son plan consiste donc essentiellement à faire quelque chose de ces artefacts divins. La force des Rangers peut sembler puissante, mais elle ne repose que sur ses 5 membres les plus forts, si bien que si l'un d'entre eux est mis hors d'état de nuire, c'est toute l'organisation qui s'écroulera peu après. Même si c'est vrai, Dee ne pense pas qu'il sera facile de mettre la main sur les artefacts divins, car les gardiens de dragons les gardent probablement bien à l'abri. La seule façon de s'en approcher serait d'essayer de les voler pendant que les gardiens de dragons dorment, mais même cela ne marchera probablement pas. Suzokiri mentionne qu'il n'y a qu'une seule autre occasion où 9 des gardiens du dragon ont les vrais artefacts divins sur eux, et c'est l'épreuve de force du dimanche, puisqu'ils ne peuvent pas apporter les vraies armes à une fausse bataille après tout. Le jour de l'épreuve, les Rangers commencent à arriver pour le combat, mais Suzokiri et Dee attendent dans un arbre à l'extérieur du stade pendant que Dee se transforme en une image parfaite du gardien rouge.
Suzokiri félicite Dee d'être capable de copier parfaitement des visages humains comme cela, mais c'est un peu distrayant, alors il lui demande de le laisser se concentrer. Suzokiri continue de parler et demande pourquoi les éboueurs ne le font pas plus souvent s'ils sont capables d'imiter les humains depuis toujours, mais il se trouve que Dee est doué pour imiter les humains. Après s'être transformé en Akaban, il se rend à la base pour trouver l'artefact divin. Il reçoit des instructions de Suzokiri par l'intermédiaire de son oreillette et elle commence à lui donner des indications pour traverser le passage. Comme Dee ne voit rien, il demande à Suzokiri comment elle peut connaître l'emplacement de tous les objets présents dans la pièce, mais elle ne lui donne pas de réponse claire. Dee lui demande finalement pourquoi elle l'aide alors qu'elle était aussi une ranger, et elle lui explique qu'elle déteste les dramas où il y a toujours un gagnant et un perdant, et qu'elle se sent mal pour les soi-disant méchants dans ce cas, car elle ne peut pas se résoudre à encourager les gens qui gagnent toujours, quoi qu'il arrive. Dee cesse de l'écouter lorsque des gardes forestiers arrivent dans le couloir. Ils se redressent et jouent le rôle d'Akaban. Les Rangers ne voient pas la différence et se mettent tous au garde-à-vous à son passage, ce que Dee trouve comique. Il continue à descendre dans le hall jusqu'à ce qu'il trouve les escaliers qui, selon Suzokiri, mènent à la salle de stockage de l'artefact. Cependant, en entrant, il trouve Tokita assis là et doit maintenant jouer son va-tout pour garder sa couverture en vie. Sans perdre de temps, il dit à Tokita qu'il doit utiliser l'artefact divin pour se transformer à nouveau et qu'il a donc besoin que Tokita s'écarte du chemin. Tokita s'exécute immédiatement, mais en passant devant Dee, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Il commence par demander à Red comment il se sent lorsqu'il doit tuer ces monstres chaque semaine, mais Dee reste calme et répond de la même façon que Red avant de déverrouiller la porte avec son doigt et de se diriger vers la salle de stockage. Suzokiri le félicite pour son travail, mais maintenant qu'il est entré, il doit encore trouver l'artefact divin, ce qui n'est pas très difficile puisqu'il se trouve à l'air libre dans un seau. Cela semble un peu trop facile, et Red commence à penser qu'il s'agit d'un piège. Mais il se pourrait aussi que les gardiens du dragon soient négligents parce qu'ils ne considèrent pas les dépoussiéreurs comme une menace. Dee a enfin mis la main sur l'arme qui le tourmentait depuis des années, mais immédiatement après, il se fait exploser la tête par Tokita, qui a été capable de dire qu'il n'était pas le vrai Red, rien qu'à son odeur. Comme Dee a perdu sa couverture, il n'a pas d'autre choix que de se battre. Il essaie donc de prévenir Tokita qu'il devrait réfléchir avant d'agir, mais Tokita ne faisait pas attention et avait déjà appuyé sur la gâchette. Il ne voit pas comment Dee pourrait gagner ce combat alors que Takira est le seul à avoir une arme. Alors il continue à tirer pour son propre plaisir. Après avoir fait le plein de meurtres pour la journée, Tokita va chercher l'artefact divin pour pouvoir tuer Dee une fois pour toutes. Dee est choqué que quelqu'un d'autre que Red puisse utiliser l'artefact, mais Takita ne l'a jamais utilisé auparavant. C'est la première fois qu'il l'utilise, et qui de mieux qu'un plumeau pour le tester? Dee le supplie d'arrêter parce qu'il ne veut pas mourir, mais Takita ne voit aucune raison d'accorder la moindre pitié à Dee. Cependant, puisque la pitié n'est pas de mise, Dee sort un tas de dynamite qu'il avait caché sur son corps, et il menace de les faire exploser tous les deux si Takita tente de l'attaquer. Comme Takita ne veut pas mourir, il pose l'artefact et demande à discuter comme des gens civilisés. Mais Dee n'a pas le temps d'être civilisé, et il opte immédiatement pour l'option « boum, boum ». Takita baisse alors sa garde, ce qui donne l'occasion à Dee de lui fracasser la tête avec un marteau qui se trouve à proximité. Dee a maintenant réussi à voler l'artefact divin et à attraper sa première accusation de meurtre. Suzokiri le félicite d'être plus fort qu'elle ne le pensait, mais toutes ces louanges ne font que l'irriter, alors qu'il devrait être heureux de sa première vraie victoire. Il arrive sur le toit comme il l'avait prévu. Mais les choses tournent mal lorsqu'il est confronté au gardien rouge en personne. Il essaie de faire semblant d'être humain, mais le gardien rouge a compris qu'il est un monstre, alors ça ne marchera pas. Red Keeper lui dit de lui rendre l'artefact divin et de s'en aller, mais Dee a enfin confiance en lui, et il ne va pas reculer maintenant. Il saisit la jambe de Dee et le projette dans un château d'eau, mais Dee en profite pour faire descendre le château d'eau sur Red grâce à son bras qui se régénère.
Red est franchement impressionné par la puissance que Dee peut utiliser lorsqu'il met sa régénération en jeu, mais cela ne lui posera pas de problème puisqu'il est capable de frapper le château d'eau avec un tuyau en métal. Dee se fait ensuite arracher le bras et l'artefact lorsque Red lui lance le tuyau. Dee se lance immédiatement à la poursuite des deux, mais il ne peut en sauver qu'un seul et choisit de sauver l'artefact. Red le trouve en train d'utiliser le fait que Dee ait choisi de sauver l'artefact plutôt que son propre bras. Il salue l'effort dont Dee fait preuve en ce moment, mais il trouve honnêtement que c'est rapidement inesthétique parce qu'il n'est rien d'autre qu'un perdant. Dee rétorque qu'il se débrouille plutôt bien pour un faible plumeau qui affronte Red Keeper, et qu'il veut donc être pris au sérieux dans ce combat, mais Red se contente de rire, car il n'est pas question pour lui de se lancer à corps perdu dans un combat sans public. Mais cela dit, il a son public ici même, car l'hélicoptère de reportage qui le suivait est arrivé. En ce moment même, des milliers de personnes à travers tout le pays attendent avec impatience que Red batte Dee. Dee ne va pas se laisser faire sans se battre. Il se prépare donc à faire son dernier combat. Mais Red s'agenouille pour le drame et agit comme si le combat de la semaine dernière l'avait endommagé. Cependant, tout cela fait semblant de faire ce qui est sur le point de se produire ensuite. Les Rangers sont sur le point de sauter sur Dee. Une fois qu'ils se sont tous rassemblés autour de lui, ils font leur discours sur le fait qu'ils sont là pour protéger le monde et que si les envahisseurs n'aiment pas ça, alors ils ne devraient pas envahir leur monde. Pink mentionne qu'il ressemble au même plumeau qui s'est opposé au scénario la semaine dernière. Et même si Red ne peut pas vraiment faire la différence, il pense que c'est une occasion en or d'éliminer un traître pour de bon. Il dit à Blue d'utiliser son artefact divin pour tuer Dee et de faire en sorte que ce soit tape à l'œil. Mais Dee veut au moins se battre contre Red s'il doit se battre jusqu'à la mort. Yellow mentionne que Red a utilisé son artefact divin sur F l'autre jour, et que cela risque de devenir un peu ennuyeux s'ils continuent à utiliser leurs attaques ultimes sur des dépoussiéreurs d'apparence normale. Pour éviter de perdre des spectateurs, Green suggère de changer les choses pour une fois et propose à Dee de se faire capturer pour le plaisir du public. Dee ne veut évidemment pas faire cela, alors Red revient à l'idée de le tuer. Blue utilise son artefact divin pour gonfler Dee et le faire s'envoler dans le ciel. Mais alors que Dee est sur le point de faire face à sa mort, il espère qu'un autre plumeau se lèvera pour combattre les gardiens de dragons à sa place. Red se dirige alors vers son artefact divin qui se trouve dans le sol et tente de l'attraper. Mais il se désintègre immédiatement. Il est frappé par l'horrible réalité que Dee a dû transformer son bras coupé en artefact et l'utiliser comme un leurre. Mais la question est maintenant de savoir où se trouve son artefact. Ailleurs, nous voyons Suzukiri placer l'artefact divin dans une cachette, tout en exprimant sa déception que Dee ait fini par mourir. Mais il a réussi à voler l'artefact à Red, donc elle est reconnaissante pour cela. Pendant ce temps, au quartier général de Blue, quelque chose de terrible semble se produire alors que les Rangers se sont tous massacrés au hasard par cette chose.